ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et dans ce nouveau numéro d'ActuFoot Podcast, nous allons faire un petit voyage en Afrique de l'Est pour rencontrer Didier Gomes da Rosa. À 51 ans, le francilien a posé ses valises le 24 janvier 2021 en Tanzanie, où il découvre son 8e pays en 8 ans. Bonjour Didier. Bonjour, très sympa de m'inviter. Je viens d'atterrir il y a 3 mois en Tanzanie avec le champion du pays, Simba, qui désormais, après notre qualification en quart de finale de la Ligue des Champions, fait partie des 8 meilleurs clubs africains. Donc voilà, un très beau challenge avec une très belle équipe, de très belles conditions. Donc on espère rester un peu plus longtemps dans ce pays. Justement, c'est vrai que donc, vous avez débarqué en janvier. C'est quand même un gros club en Tanzanie. Là, depuis que vous êtes arrivé, vous avez subi juste un seul revers. D'ailleurs, c'est en Champions League africaine contre Al Ahly, le 9 avril dernier. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas Simba SC, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce club? C'est un club quand même historique en Tanzanie et qui grandit à vitesse grand V depuis 5-6 ans avec un président qui est très impliqué, qui est un businessman, avec une nouvelle présidente aussi qui fait des très bonnes choses depuis une année, qui structure le club, qui l'organise. Et puis je crois que tous les ingrédients, tous les voyants sont au vert pour que Simba devienne l'un des plus grands clubs africains dans les 2-3 prochaines années. Voilà, cette année, l'ambition, c'est au moins d'aller en demi-finale de la Ligue des Champions et d'aller chercher une victoire dans une compétition africaine sur les 2-3 prochaines années. Quel est le niveau du championnat en Tanzanie? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que Al Ahly en Égypte, par exemple, Zamalek, c'est gros club égyptien, le Wydad Casablanca, c'est le niveau D1 en France. Ce sont des clubs, des équipes qui pourraient évoluer en Ligue 1. Voilà, cette Ligue des Champions cette année-là et cette année-ci est très élevée. Donc le niveau du championnat, je peux pas vous dire, mais je sais que Simba évolue à un très haut niveau, ainsi que ses concurrents dans le championnat. Voilà, on peut pas, ce sont pas les mêmes footballs, c'est différent. Voilà, mais ce que je sais, c'est que la Ligue des Champions c'est quand même du très haut niveau. Revenons un peu en arrière. Vous avez débuté votre carrière de coach du côté de Roquebrune dans le 06 avant d'aller à Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et de revenir justement dans les Alpes-Maritimes à Cagnes-le-Cros. Puis vous avez pris la réserve de l'AS Cannes. Quel lien gardez-vous avec ces clubs et puis plus largement, j'ai envie de dire, avec le football amateur? Je suis toute l'actualité du football amateur azuréen. On n'oublie pas ses origines. Oui. C'est là d'où je viens, comme aussi d'autres entraîneurs qui évoluent à un très bon niveau en ce moment, comme Sébastien De Sabre, Hervé Renard, Sébastien Minier. On vient tous de cette région-là, de cette magnifique région française. Donc voilà, bien évidemment, on est très attachés. J'ai encore beaucoup de liens, beaucoup d'amis qui ont fait partie ou qui font encore partie du football amateur azuréen. Donc oui, je continue à suivre l'actualité. Voilà, j'ai fait mes classes, j'ai appris beaucoup de choses, et ça m'a permis aussi de prendre cet élan vers l'Afrique. Et en quoi justement ces expériences vous ont donné les bagages nécessaires, j'ai envie de dire, pour franchir le pas de l'étranger? On a toujours tendance à dire que la Ligue Méditerranée quand même est l'une des meilleures en France. Je pense que c'est encore le cas. On y apprend beaucoup de choses avec des très bons entraîneurs, tant au niveau tactique que physique. J'ai eu de la chance de travailler avec des super gars aussi, avec lesquels j'ai pris beaucoup. J'ai eu des super entraîneurs, comme Christian Capadonna, Roger Ricor, Marco Esposito. Donc voilà, tout ça a fait que j'ai été bien formé et bon, je remercie, même si pour certains ça s'est plutôt
moins bien ou bien passé, hein, les présidents de Roquebrune, de Fos-sur-Mer, de Cannes-sur-Mer, qui m'ont donné cette chance de faire mes classes et de tenter beaucoup de choses. Est-ce que justement, là, tout à l'heure, vous nous parlez de Sabre, de Hervé Renard. Est-ce que vous avez échangé avec ces coachs-là et échangé un petit peu sur leur expérience avant de vous engager en Afrique? On est pratiquement tous arrivés au même moment, hein, peut-être pour Hervé un petit peu avant, pour Sébastien peut-être 1 ou 2 années avant. Voilà, je continue à échanger avec Sébastien de Sabre, hein, qui fait une carrière magnifique et qui est toujours à l'écoute aussi, hein, donc je le sais de côté de Niort cette année et j'espère que voilà tout se passera bien sur cette fin de saison. Voilà, et puis le hasard a fait que je l'ai remplacé à Coton Sport, hein, lorsqu'il a quitté Coton Sport au Cameroun. Coton Sport qui était l'un des meilleurs clubs africains il y a 7-8 ans. Et puis voilà, c'est vrai que quand on va à Coton Sport, on franchit un nouveau palier. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé pour moi, aussi bien pour lui que pour moi. Justement, alors, avant d'arriver à Coton Sport, en février 2013, donc vous décidez de partir au Rwanda pour signer au Rayon Sport. Déjà, comment se font les contacts dans un pays comme le Rwanda, mais également comment se passe votre intégration? Vous avez dû être complètement dépaysé. Alors, je suis arrivé au Rwanda en octobre 2012, hein, à la tête du club le plus populaire du pays, hein, qui draine une foule considérable de supporters. Et c'était 30 000 spectateurs par match avec des routes inondées de supporters. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un contact 7-8 mois avant avec le maire d'une petite ville qui était appelé à devenir président de ce très très grand club. Et puis ce maire, ça restera mon frère pour la vie, hein, Abdallah Mourandi, qui a été mon président et avec lequel on a fait une remontée incroyable, hein, c'est-à-dire que dès la première année, alors que l'équipe était classée avant-dernière, on est allé chercher le titre avec des résultats vraiment fantastiques, chose qui nous a permis de jouer juste derrière la demi-finale de la Coupe Sekafa, hein, qui regroupe tous les champions d'Afrique de l'Est. Donc c'était un moment extraordinaire avec peu de moyens, mais beaucoup de cœur, beaucoup d'âme et ça reste ma plus belle histoire. Hein. Comment reconstruire des repères quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît que de nom finalement? C'est vrai qu'il faut avoir une faculté d'adaptation énorme. Hein. Voilà, il y a toujours des choses qui peuvent vous tracasser. Je crois qu'il faut prendre beaucoup de recul par rapport aux choses et vraiment se focaliser sur le terrain, sur la technique, sur la tactique. C'est vrai qu'il y a des choses dans l'environnement qui peut surprendre, hein, mais voilà, moi, si je suis encore là après pratiquement 10 ans, c'est que vraiment je m'y suis adapté pleinement. Je dis pas que c'était facile, mais en tout cas, j'ai eu affaire à des gens qui m'ont beaucoup aidé, notamment tous mes assistants locaux, hein, la plupart d'entre eux. Et voilà, donc je vis une vie de rêve. Il y a cette belle expérience à Rayon Sport, puis donc du coup vous décidez de partir et vous avez ce contact à Coton Sport. Là-bas, j'imagine qu'il a fallu pareil, tout recommencer. On arrive dans un nouveau pays, nouvel environnement, nouveau club, gros club justement. Hein, vous nous en parlez tout à l'heure. Comment ça se passe à ce niveau-là? C'est vrai que le succès que j'ai rencontré à Rayon Sport a attiré le regard des grands clubs africains. Hein. Et puis Sébastien de Sabre justement partait de Coton Sport. Hein. C'est vrai qu'il m'a appelé pour me demander si j'étais intéressé par sa succession. Bien évidemment que oui, hein, Coton Sport était 8e club africain à l'époque. Donc, un nouveau départ à 1 an et demi après avoir atterri au Rwanda, un nouveau départ vers le Cameroun. Et là, c'est vraiment la grande révélation parce que c'est un club qui avait peu de moyens, mais qui avait une organisation, un fonctionnement très, très professionnel. Le coach gérait le club à l'anglaise, hein, manager à l'anglaise, c'est-à-dire il gérait tous les dossiers. Et puis, là, j'ai vraiment appris à travailler, j'ai vraiment appris à planifier, à organiser un club. C'est vraiment une expérience très enrichissante avec 2 présidents fantastiques, hein, Monsieur Bérobé et Monsieur Alim, donc qui restent encore aussi eux des amis pour la vie. Oui. Voilà, c'est là-bas où à Coton Sport j'ai franchi le step, comme on dit, où j'ai élevé mon niveau en termes de compétences, de connaissances. J'y suis resté 2 ans, j'aurais pu y rester 5 ans, mais au bout de 2 ans, j'ai
j'ai répondu aux sirènes algériennes. Justement, donc j'allais y arriver. Donc vous allez connaître deux expériences en Algérie. C'est le seul pays d'ailleurs jusqu'à présent où vous avez fait 2 clubs. Donc l'Algérie, c'est quand même connu pour être un pays de passionnés où la pression du public d'ailleurs y est assez forte. C'est donc un autre niveau de pression que peut-être ce que vous avez connu à Coton Sport. Comment vous avez été accueillis et en quoi l'Algérie justement est-elle si particulière? Ah ben vous avez entièrement raison là. C'est très très particulier. C'est hyper passionné, hyper passionnel. Le football en Algérie peut vous rendre fou, hein. Et puis bon, quand on est entraîneur, on aime ça, hein. La pression, les stades pleins. C'était à Constantine, c'était 35 000. C'était quelque chose d'énorme. Mais quand vous arrivez en Algérie, il faut savoir que une défaite c'est déjà trop. 2 défaites, vous prenez la porte, hein. Ouais. Donc en plus, j'arrivais dans un très grand club. Constantine, ça s'est plutôt très très bien passé la première année, puisqu'on a réussi à sauver le club avec encore une fois un staff très très compétent et à part sur 1 ou 2 expériences, d'avoir des staffs vraiment très très impliqués, très solidaires. Mais c'est vrai que l'Algérie, quand on me propose l'Algérie, c'est vrai qu'on me le propose encore, un certain club. Ouais. C'est vrai que ça excite, hein, c'est très très excitant, mais bon, il faut aussi savoir se protéger par moment. C'est pour ça que j'avais décidé, après 2 ans et demi et une expérience fantastique avec Skida au bord de la Méditerranée, j'avais décidé de rejoindre l'Éthiopie. Justement, ouais, vous avez enchaîné ensuite Éthiopie, Guinée, Égypte, Soudan. C'est des pays un peu au profil un peu différent. Qu'est-ce qui vous a plu dans ces expériences et surtout qu'est-ce qu'elles vous ont apporté? Moi, j'ai eu la chance d'entraîner la plupart dans ces pays-là. J'ai eu la chance d'entraîner les clubs les plus populaires, voilà, qui drainaient le plus de supporters. Et bon, quand je suis arrivé en Éthiopie, Ethiopian Kofi, Ethiopian Buna, c'est quelque chose vraiment de géant, hein, que vous jouiez contre le dernier ou le premier, le stade est plein, c'était une très très belle expérience en Éthiopie, hormis un staff technique qui était plutôt on va dire en dedans sur le recul, mais une très belle expérience qui a duré 2 ans, hein, avec de très beaux succès, notamment 2 grosses coupes. Voilà, et après, bien évidemment, Oroya, parmi les 10 meilleurs clubs africains, quand Oroya vous appelle, vous savez qu'il y a des beaux challenges à faire, une Ligue des Champions à jouer. Puis j'ai aussi là-bas gagné j'ai aussi fait là-bas le doublé Coupe Championnat. Donc, Oroya, c'était une belle expérience en termes d'objectifs, d'ambition, même si sur le plan humain, ça restera la plus mauvaise. Oui. Justement, la Ligue des Champions, c'est quand même une compétition particulière aussi en Afrique. Elle est très suivie d'ailleurs, hein, par les pays africains. C'était un honneur pour vous d'y participer. Quel niveau on peut retrouver justement dans cette compétition? Le niveau, je le dis clairement, c'est le niveau D1. Vous savez, quand vous rencontrez des équipes comme l'Espérance de Tunis, l'Al-Ahly, Zamalek, le Wydad, Simba, Mamelodi Sando, tout ce top 8 africain, ce sont des équipes qui peuvent évoluer en Ligue 1 française, hein. Peut-être pas jouer le haut de tableau, mais voilà, en tout cas, c'est d'un niveau assez impressionnant, hein. On l'a vu dernièrement avec la performance d'Al-Ahly en championnat du monde des clubs, hein, qui a fini 3e. Donc voilà, c'est vraiment tactiquement, il y a des individualités impressionnantes. Voilà, bien évidemment, c'est comme en Europe, hein, c'est le Graal, hein, la Ligue des Champions, c'est bien évidemment le Graal, et on a tous envie d'y aller très 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 loin, hein, puisque bien évidemment aussi il y a cette Coupe du Monde des clubs à jouer derrière. Ouais. Voilà, alors Simba, on a de très belles individualités, on n'a que des internationaux, hein, qui soient zambiens, zimbabwéens, kenyans, ougandais, tanzaniens aussi. Voilà, on pense qu'on a une équipe qui est capable d'aller loin. Peut-être il sera nécessaire de la renforcer pour avoir plus de chance, mais voilà, on veut aller aussi très loin et faire partie au moins des 4 meilleurs clubs africains. Mais cette Ligue des Champions, c'est vraiment impressionnant, hein. En Afrique, peut-être pas en cette période de Covid, hein, qui limite l'accès au stade, mais
mais c'est très très impressionnant. Vous pouvez jouer devant 70, 80 000 spectateurs. Au niveau j'ai envie de dire des infrastructures, comment ça se passe au niveau de Simba? Est-ce que vous avez rien à envier justement à des clubs français? Si, bien sûr, au niveau du matériel, des terrains, bien évidemment, on est toujours en recherche de progression, mais nous on a un centre d'entraînement avec un terrain synthétique, un terrain de très bonne facture en pelouse naturelle. Voilà, on a aussi une salle de gym, on a un camp qui est attribué aux joueurs avec de très beaux appartements, une piscine pour la récupération. Exactement, je cherche le mot en anglais, recover. Et une très belle gym room. Alors on est toujours en recherche de progression, donc on essaye petit à petit d'arriver à ce niveau-là, quoi. Mais après, ça dépend bien évidemment des pays. J'ai vu des pays où il y avait absolument rien. Les conditions, par exemple, en Éthiopie, sont très très sommaires, mais bon, avec des terrains d'entraînement très sommaires aussi. Mais bon, on arrive à travailler. Et paradoxalement, au Rwanda, quand j'ai commencé au Rwanda, on s'entraînait dans un petit village au sud du pays, Nyanza. Et le terrain était affreux, mais j'avais une équipe qui développait un football extraordinaire. Oui. Donc, voilà, il faut s'adapter. Comment on construit ces équipes quand on est en Afrique? Ça doit être un peu différent en France. Est-ce qu'il y a pareil ce modèle de scout? Est-ce qu'on arrive à voir des matchs d'autres joueurs? Comment on arrive à faire son mercato entre guillemets? Oui, de plus en plus, vous avez raison. Il y a maintenant des logiciels très intéressants. Moi, je travaille avec Instat, qui me paraît le plus approprié tant au niveau des statistiques, des renseignements qui sont fournis et aussi du scoutisme. Oui. Voilà, ça c'est très intéressant, mais ça a été mis en place depuis peut-être 4-5 ans. Voilà, donc moi je travaille avec ça. Après, quand on joue la Ligue des Champions, quand on est à la tête d'un club comme Simba, bien évidemment, on a tous les renseignements qu'il faut sur les joueurs qui pourraient nous rejoindre, puisque ce sont des joueurs pour la plupart d'entre eux, même la totalité d'entre eux internationaux. Donc on les voit avec les équipes nationales. Donc là-dessus, on n'a pas trop de problèmes. Au fil de votre expérience, quel profil de joueurs on retrouve selon les pays? Tous les joueurs, mais c'est vrai que chaque pays a sa caractéristique. Par exemple, ici à Simba, ça joue au football. Ça joue très très bien au football, même avec des équipes qui sont très disciplinées. Si vous me demandez où c'est que j'ai appris le plus, je dirais en Égypte, avec Ismaili, qui a été une superbe expérience puisqu'on avait atteint la demi-finale de la Coupe arabe. J'ai appris beaucoup tactiquement avec des entraîneurs qui ont vraiment des convictions tactiques et qui vont jusqu'au bout. J'ai vu des entraîneurs jouer un peu sur le profil de l'Atlético de Madrid. C'était vraiment très très intéressant. Donc dans ces cas-là, il faut essayer de trouver des solutions pour déverrouiller un peu tout ça. Mais voilà, je crois que tactiquement, j'ai beaucoup appris en Égypte et aussi en Algérie. Ces deux championnats font partie des meilleurs championnats africains. Donc bien évidemment, quand on est opposé aux meilleures équipes et à de très bons entraîneurs, bien évidemment qu'on progresse. En plus, pour pouvoir mettre en place ce genre de plan-là, il faut quand même avoir des joueurs capables de jouer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a quand même des joueurs dans ces pays-là qui ont largement le niveau aujourd'hui pour jouer dans des bons clubs. Ah oui, non, mais là-dessus, j'ai aucun doute. J'ai eu des tas de joueurs dans ma carrière qui pourraient évoluer en Ligue 2 et Ligue 1 française. Voilà, ça après, c'est difficile pour un joueur qui va gagner dans certains pays dans lesquels j'ai coaché, qui va gagner 20 ou 30 000 dollars, de vouloir rentrer en Europe pour tenter une carrière qui serait plutôt aléatoire. Il y en a qui n'ont pas envie de partir de chez eux. Voilà. Après, à Simba, on a vraiment de la qualité, mais vraiment de la qualité. Je pense qu'il y a des Louis Mikison, des Chama, des Boalia, des Wawa, des Manoula, le gardien de but. Ça a vraiment beaucoup de qualité. Ça pourrait évoluer je sais pas à quel niveau, mais au niveau professionnel en France,
Ça, c'est une certitude. C'est une certitude. Beaucoup d'entraîneurs se posent la question de l'étranger à un moment de leur carrière. Quels conseils vous pouvez leur donner et surtout, comment allier vie de famille et football lorsqu'on est amené à changer de pays constamment? Vous avez entièrement raison. Voilà, c'est une vie qui demande des sacrifices, bien évidemment. Mais si on a envie de vivre pleinement sa passion, il faut en faire, malheureusement. Moi, j'ai eu plutôt la chance de pouvoir rester très, très en contact, puisque en Algérie, je rentrais très souvent en France, en Égypte aussi. Voilà, donc ça m'a pas posé trop de problèmes, hormis sur mes premières expériences. Hein. Après, c'est vrai que il y a beaucoup d'entraîneurs français qui m'appellent souvent en me demandant d'essayer de leur trouver une place. Alors, il faut savoir que les conditions ne peuvent pas être toujours très très rose, hein. Il y a des fois on connaît des conditions difficiles avec des retards de paiement, des impossibilités de retourner en France. Donc voilà, si à partir du moment où si je sens qu'un entraîneur est capable de faire face à cela, bien évidemment que je vais l'aider, hein. Voilà, mais comme vous le dites, c'est une vie de sacrifice, mais voilà, on vit tellement de très très belles émotions. Vous savez, le football en Afrique, en Afrique, au Maghreb, c'est vraiment générateur d'émotions intenses, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, hein. Et c'est une vie très particulière et extraordinaire. Voilà, ce sont d'abord des aventures humaines aussi, hein. Oui, bien sûr. Voilà, il faut être prêt à faire quelques sacrifices. Les retards de paiement, c'est une réalité, c'est quelque chose qui existe vraiment? Oui, moi je l'ai connu très souvent, très très souvent, bien évidemment. Et il faut savoir que c'est possible. Et voilà, moi je suis parti de mon premier club Rayon Sport que j'ai aimé à la folie, hein, que j'aime encore, hein, ce club, hein. Je le soutiens. Je suis parti parce que le club ne pouvait plus me payer, hein, tout simplement. Donc je leur ai dit c'est pas grave, on va se séparer, je vais rien demander, je comprends la situation. Il y a des situations qu'il faut comprendre, hein. Voilà, les situations, par exemple, que j'ai connues au Rwanda et celles que j'ai connues en Algérie sont complètement différentes, par exemple, hein. Voilà, c'est de cultures différentes, de manières de travailler différentes, mais il y a des choses qu'il faut comprendre. Il faut toujours travailler avec beaucoup d'humilité et en essayant de comprendre les choses le mieux possible. Ça, c'est important. C'est mon maître mot depuis que je suis sur ce continent. Toujours faire les choses avec beaucoup d'humilité. L'autre question, alors vous y avez un petit peu répondu tout à l'heure, c'est celle du staff. Comment on organise son staff quand on doit changer de pays? Est-ce qu'on travaille un peu avec les locaux? C'est toujours mon choix parce que je pars du principe qu'un assistant local connaît beaucoup mieux le championnat que je rejoins. Donc j'ai besoin de compétences et de connaissances à côté de moi. Donc je mets toujours ça sur le devant. Quand on me demande vous venez avec vos staff, je dis non. Je préfère travailler avec un coach local qui sont souvent très compétents. J'en ai eu des exceptionnels au Cameroun. J'en ai un très bon avec moi ici en Tanzanie. J'en avais de très bons aussi en Égypte, en Algérie. Voilà, peut-être un peu moins concerné dans d'autres pays, mais voilà, ici ça se passe vraiment très bien. Je crois que c'est important aussi de garder cette identité locale. C'est très 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 important pour moi. Travailler avec les gens du pays, c'est aussi une manière de s'adapter, de s'intégrer. Et ça, c'est aussi un maître mot, hein, quand vous entraînez à l'étranger. C'est vraiment l'intégration. C'est très 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 important. Je suis parfois, j'essaie parfois d'imposer un préparateur physique ou un entraîneur de gardien, parce que ce sont des postes très très spécifiques. Et là, j'aime avoir beaucoup de qualité, mais bon, en général, je suis avec mes coachs locaux et ça se passe très bien, à part sur une expérience en Éthiopie en Guinée, mais ça se passe vraiment très très bien. Pour finir, Didier, aujourd'hui vous êtes fait quand même un nom en Afrique. Est-ce qu'un projet à moyen ou long terme en France pourrait vous intéresser? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis vraiment tombé amoureux de l'Afrique. J'y vis très très bien. J'aime cette passion-là. C'est vraiment une adrénaline, hein. Je suis dopé à mort avec cette passion-là. J'aime ces gens qui sont pour la plupart du temps
très impliqués derrière moi la plupart du temps. Hein, tout n'est pas parfait non plus. Oui. Et puis aussi, c'est comment dire, c'est un moyen aussi de se tester au travers de toute cette expérience. Alors, je sais pas si je me suis fait un nom. Peut-être que je suis un entraîneur qui compte un petit peu plus que lorsque j'ai débuté. Mais en tout cas, c'est vraiment pas ça l'essentiel. Je vis des aventures humaines incroyables, des aventures avec des joueurs incroyables. Et c'est vraiment ça qui me fait avancer, qui me fait continuer ici sur ce continent. Merci beaucoup Didier pour cet entretien, ce bel entretien. J'espère en tout cas que cet entretien ActuFoot Podcast vous a bien plu. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. À bientôt.